L'A400M, c'est le nouveau cargo des airs des forces françaises. Un monstre d'acier et d'électronique qui repousse les limites des avions de transport militaire. Remplaçant du mythique Transal, l'A400M peut emporter plus en allant plus vite et plus loin que ses prédécesseurs. C'est un avion qui est capable de faire du multirôle, du vol basse altitude, du vol haute altitude à grande vitesse pour avoir des rayons d'action très larges. Polyvalent, il peut ravitailler jusqu'à 2 appareils en même temps et être ravitaillé. Il est reconnaissable à ses 4 moteurs à hélice de près de 5 mètres de diamètre pour 11 000 chevaux. Les plus grands et les plus puissants turbopropulseurs aujourd'hui en service. Quand on discute avec les pilotes aujourd'hui, ils trouvent l'avion et la puissance des moteurs absolument fantastiques. Ça permet d'aller aussi vite qu'un avion de ligne. Herbe, glace, sable, l'A400M peut se poser presque partout, grâce à des trains d'atterrissage souples et très résistants. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. C'est le premier avion qui a été certifié selon des normes civiles, dans un premier temps, et qui ensuite est maintenant certifié et qualifié selon des normes militaires. Carbone tressé, titane obtenu par imprimante 3D. Ce bijou à plus de 100 millions d'euros pièce utilise les technologies les plus avancées. Avec ses pilotes, ses ingénieurs et ses mécaniciens, vous allez découvrir tous les secrets de fabrication de cette nouvelle star des airs, qui fascine le grand public comme les dirigeants politiques de premier ordre. Cet avion, ça a été l'ensemble du catalogue du Père Noël. On est parti sur un projet extrêmement ambitieux. Capable de se protéger des menaces et d'intervenir en milieu hostile, l'A400M a déjà fait ses preuves en Afrique et au Moyen-Orient. Récemment, il a aussi été utilisé à des fins humanitaires aux Antilles, après le passage de terribles ouragans. Incontestablement, l'A400M a gagné le titre d'Airbus militaire de pointe. « 10 septembre 2017, Saint-Martin dans les Antilles. L'île vient d'être ravagée par le pire ouragan de son histoire, Irma, et ses vents à plus de 300 km/h. La tempête est à peine retombée qu'un A400M de l'armée de l'air est déjà sur le tarmac pour apporter les premiers secours. L'urgence, c'est de venir en aide aux 75 000 habitants et touristes de l'île. Beaucoup ont tout perdu. Immédiatement, les soldats sortent de l'avion la marchandise présente en soute. Ah, il y a un mec qui monte, voilà. Allô ? Le sergent-chef Freddy et ses hommes n'ont pas une seconde à perdre. Une fois le fret déchargé, ils doivent changer la version de la soute de l'A400M, c'est-à-dire sa configuration, pour en faire un avion de transport de passagers. Souvent, on va installer la version là. Concrètement, on a 54 places de part et d'autre. Et on va en rajouter 62 au milieu, là, 62 places, pour pouvoir accueillir les personnes avec leurs bagages. Vous allez voir, là, ça va être une fourmilière. Là. En quelques minutes, des structures métalliques légères sont installées et fixées. L'A400M devient un avion de transport de passagers, avec une centaine de sièges tout confort, ou presque. Là, vous avez la version avec des harnais, la tue-tête et la ceinture 4.1, quoi, donc voilà. Version à combien? 96 on peut mettre. 96 personnes. Voilà. Il y a au moins un bébé, D'accord. une femme enceinte, 4 mois, D'accord. et il y a pas mal de petits-enfants. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Vous mettez sur colonne et on va vous faire monter. Quelques instants plus tard, les passagers embarquent, pour certains impressionnés par la taille de l'A400M. Il y a peu, cette soute et ses 340 mètres cubes étaient remplis de fret. Désormais, on y trouve près de 100 personnes, y compris de très jeunes, avec tous leurs bagages. Manette des gaz poussée à son maximum. A400M au décollage. Les 4 turbopropulseurs tournent à plein régime.
Ils arrachent du sol les 130 tonnes de l'A400M en à peine 1000 mètres. C'est un avion qui est très moderne. On a un pilotage qui est très souple, beaucoup de puissance sur cet avion. On a 44 000 chevaux, ce qui est vraiment exceptionnel. Il va très loin, il va très vite et il peut emporter beaucoup plus de choses que d'autres appareils militaires de transport. Si vous voulez, ce soir ou demain matin, moi je repars sur la métropole, sur la France. J'y suis en 10 heures de vol. Ce qui est à peine moins qu'un avion civil. Après exactement 49 minutes de vol, le lieutenant-colonel Maxime atteint la Martinique. Cette fois-ci, il lui faut à peine 800 mètres pour immobiliser son A400M. Et c'est là l'une des particularités de cet avion. À l'atterrissage comme au décollage, il peut se contenter de pistes très courtes. En fonction du vent, ça m'est déjà arrivé de décoller en 5 ou 600 mètres sans aucun problème, avec des conditions spécifiques, beaucoup de vent de face par exemple, et un avion léger. Mais 600 mètres, 700 mètres, c'est quasiment ridicule pour un avion de cette envergure et de cette masse. Ces performances sont le fruit de longues années de mise au point pour l'A400M. Un avion issu il y a plus de 20 ans d'une volonté commune des Européens. À l'époque, on ne parle pas encore d'A400M, mais d'ATF, Avion de transport futur, ou FLA en anglais. En 1994, au Salon aéronautique de Farnborough en Grande-Bretagne, une maquette grandeur nature du FLA est présentée pour la première fois. Les Européens se sont mis d'accord sur le fait qu'ils voulaient un avion qui soit en fait un peu hybride. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les capacités tactiques, c'est-à-dire cette capacité de voler bas, de se poser partout, de larguer des parachutistes, et qui en même temps ait une capacité d'emport qui se rapproche d'un avion stratégique, et aussi un rayon d'action et une vitesse qui serait aussi comparable à celle d'un avion stratégique. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au final à l'expression de besoin de ce que serait l'A400M. C'est un avion qui a à la fois des capacités logistiques et tactiques, de façon à éviter ce qu'on appelle le brouettage, c'est-à-dire vous transportez avec un avion de transport logistique des grosses charges et lourdes, mais vous ne pouvez atterrir que sur des terrains préparés, puis ensuite il vous faut un autre avion pour déplacer ces charges au plus près des forces sur le théâtre. Donc avec cet avion A400M, en fait, on fait le travail en une seule fois. Les dimensions de ce nouvel avion sont fixées. Une soute de 4 mètres de large, presque autant de haut, pour plus de 17 mètres de long. En volume, l'avion doit pouvoir accueillir un char moyen, un gros hélicoptère, 116 passagers en version transport de troupes, ou encore 66 civières et 25 personnels médicaux en mode évacuation sanitaire. Par ailleurs, il doit être capable d'emporter plus de 30 tonnes de fret avec une autonomie de 4500 km. En 1999, le projet, désormais porté par Airbus, adopte son nom définitif, l'A400M. Et finalement, le MSN 001, le tout premier A400M sorti des chaînes d'assemblage de Séville, effectue son vol inaugural le 11 décembre 2009. J'étais à Séville au moment de la livraison de l'avion. Et c'est vrai que c'était beau, c'était impressionnant. C'était un avion d'une très grande complexité. En fait, cet avion, c'était non seulement un avion militaire prototype pour Airbus qui n'en avait jamais fabriqué, mais c'était un avion avec des moteurs prototypes, avec une électronique prototype, et pour des missions extrêmement vastes, puisqu'il devait faire tout le spectre des missions que peuvent faire les avions militaires. Aujourd'hui, le MSN 001 ne vole plus. Il est exposé à Toulouse. Malgré les surcoûts et les retards de livraison, le MSN 001 marque les esprits lors de son premier vol. Il concrétise un projet vieux de plus de 20 ans. Construire un avion aux capacités et aux dimensions inédites. Plus de 45 mètres de long et presque autant de large. Quant à l'extrémité de son empennage, à l'arrière, elle frôle les 15 mètres de haut. Cet avion a effectué 475 vols d'essai, a permis d'ouvrir le domaine de vol, d'aller jusqu'aux essais extrêmes, c'est-à-dire le décrochage. Il a effectué environ 1400 heures d'essai en vol. Aujourd'hui, le nom commercial de l'A400M est l'Atlas, une référence au célèbre titan de la mythologie grecque qui portait la voûte céleste sur ses épaules.
Une référence également à la puissance de l'A400M. L'avion est équipé sous ses ailes de 4 moteurs à hélice, les fameux TP400. Capable de faire voler l'A400M à plus de 12 000 mètres d'altitude, chacun de ces turbopropulseurs délivre une puissance phénoménale, 11 000 chevaux. C'est comme si cet avion était poussé par l'équivalent de 400 berlines. Il a fallu près de 10 ans pour mettre au point le TP400. Le moteur tel qu'il est là, il fait à peu près 2 tonnes, 1 tonne 9. Et il a la puissance de la locomotive du Thalys qui doit faire 8000 chevaux. Donc lui, il fait 11 000 chevaux. Et il y a 4 moteurs sur la 400M. C'est ce qui permet d'emmener 21 tonnes de fret sur un rayon d'action de plus de 4500 km à pleine charge ou 8500 km à vide. Et d'ailleurs, quand on discute avec les pilotes aujourd'hui, ils trouvent l'avion et la puissance des moteurs absolument fantastiques. Ça permet d'aller aussi vite quasiment qu'un avion de ligne, puisque l'avion aujourd'hui va à une vitesse de croisière de moins de 800 km/h. Il faut pas moins de 24 mois pour assembler chaque TP400. Un moteur de 3,50 m de long, où la température interne dépasse les 1200 degrés à l'entrée de la turbine. C'est le plus puissant turbopropulseur du marché. Une chambre de combustion d'une voiture, enfin, vous savez que elle est gros comme mon poing. Comparé à une chambre de combustion à piston, comparé à une chambre de moteur d'avion, c'est pas la même chose, quoi. Quand vous construisez le moteur le plus puissant au monde en production, c'est forcément un challenge. Si je compte toutes les pièces unitaires, ça fait 10 000 pièces. Donc, ce qui est beaucoup de références. Seuls les Russes ont fabriqué dans l'histoire un turbopropulseur, c'est-à-dire un turboréacteur avec hélice, de 11 000 chevaux. Aujourd'hui, fabriquer un moteur performant à commande numérique dans des puissances pareilles, et pour en faire des toutes petites séries, c'est quand même quelque chose de très osé. Autre point qui a son importance, le concept dit de pale descendante entre les moteurs, ou DBE en anglais. En clair, sur chaque aile, les turbopropulseurs, les TP400, ne font pas tourner toutes les hélices de l'A400M dans le même sens, mais dans des sens opposés. L'hélice, en tournant, va attirer l'avion dans le sens où elle tourne en fait, et va créer une dérive. Alors vous pouvez imaginer qu'avec 4 moteurs de 11 000 chevaux, si les 4 moteurs tournent dans le même sens, la dérive de l'avion serait importante. Il aurait tendance vraiment à partir, notamment sur les phases de décollage, par exemple, de partir en crabe. Alors, une manière de compenser ça, c'est d'avoir à l'arrière une dérive assez importante, volumineuse. Le problème, c'est que plus c'est volumineux, plus c'est lourd. Donc l'idée qu'a eu Airbus, c'est effectivement de concevoir 4 moteurs qui ne tournent pas dans le même sens. Donc d'avoir 2 moteurs d'un côté qui vont tourner l'un dans le sens horaire, l'autre anti-horaire, pareil de l'autre côté. Du coup, on annule cet effet de couple et on peut réduire la taille de la dérive et on peut gagner du poids. L'avantage sur cet avion avec des hélices qui tournent dans des sens différents, c'est qu'on a une symétrie de l'avion qui est parfaite. Et en aéronautique, avoir un avion qui vole de manière symétrique, c'est toujours très intéressant au niveau des performances, au niveau de beaucoup de choses. Ne serait-ce que le simple fait de voler. Quand vous volez sur un planeur, qui est en général la base de tous les pilotes, la première chose qu'on cherche sur ce planeur, c'est de voler de manière très symétrique. Cet avion-là le fait naturellement. Pour l'A400M, direction Séville, sur le site d'Airbus. D'où une cinquantaine de ces géants des airs ont déjà été livrés à l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Turquie, la Malaisie ou encore la France. L'assemblage des A400M s'inspire de l'organisation mise en place pour les avions de ligne d'Airbus. Ces gigantesques cargos, les Beluga, apportent des éléments d'A400M de toute l'Europe. Les pièces ainsi livrées peuvent peser plusieurs tonnes et atteindre 40 mètres de long pour les plus grandes. Le cockpit, la gouverne et les trains d'atterrissage sont made in France. Le fuselage principal et la dérive viennent d'Allemagne. Quant aux ailes, elles sont principalement conçues par la Grande-Bretagne. L'A400M est un immense puzzle industriel européen. Nicolas Pujot en est le responsable au sein de l'usine de Séville. Ici, vous avez la station où on fait l'assemblage avec la partie de la pointe avant ainsi que la partie du fuselage arrière. La couture est faite avec ce robot orbital. Donc, comme vous voyez, un rail
Et ce robot va percer le fuselage et le riveter également. Étape délicate, la pose à l'arrière de l'avion du gigantesque empennage qui assure la stabilité en vol. Pratiquement 11 mètres de haut à lui seul. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de l'A400M, un avion compact, trapu, dit à aile haute. Une particularité sur ce programme par rapport à d'autres programmes, comme vous voyez, l'aile n'est pas en dessous du fuselage, sinon au-dessus du fuselage. Ainsi, à la différence de la plupart des avions de ligne équipés d'ailes basses, comme ici l'A380, l'A400M a lui des ailes hautes. Cette caractéristique a un intérêt majeur. Elle permet à l'A400M d'avoir des moteurs plus hauts, donc plus éloignés du sol. De quoi limiter les dégâts potentiels causés par le sable ou les cailloux en cas d'atterrissage sur des pistes en terre par exemple. Un avantage renforcé par la taille de l'entrée d'air, beaucoup plus petite sur les turbopropulseurs de l'A400M que sur des réacteurs. Là, l'entrée d'air, c'est cette pièce-là, et devant, vous avez l'hélice. Le turboprop permet d'une part d'atterrir sur des pistes très courtes, de décoller sur des pistes très courtes, mais surtout, vous voyez la taille de l'arrivée d'air. Ça permet surtout de ne pas aspirer toutes les poussières et les cailloux en cas d'atterrissage en Afrique sur une piste non préparée. D'autant plus que vous avez l'hélice qui va faire elle-même dispersion du sable, alors que si vous aviez un réacteur, eh ben, vous n'êtes pas protégé, l'entrée d'air est beaucoup plus grande. Pour valider les capacités de l'A400M, Airbus multiplie les tests grandeur nature. Depuis 4 ans, l'avion, qui est censé pouvoir se poser partout ou presque, est régulièrement mis à l'épreuve sur tous les types de pistes imaginables. Les tarmacs des aéroports civils sont conçus pour accueillir des centaines, voire des milliers d'avions par jour, avec des avions qui se posent toutes les minutes. Là, on parle de pistes qui n'ont peut-être même pas été conçues du tout pour recevoir un avion. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut imaginer des pistes qui sont aménagées rapidement avec les moyens, par exemple, des régiments du génie de l'air de l'armée de terre, mais il y a aussi des cas où on va demander peut-être à l'avion de se poser sur une piste qui n'aura pas été du tout préparée. Et là, effectivement, les contraintes vont être très importantes sur la structure de l'avion, sur le sol, et donc il faut que l'A400M soit adapté à ce type d'atterrissage. Illustration concrète, il y a quelques mois à peine. La Royal Air Force a organisé avec Airbus une campagne de décollage et d'atterrissage sur une plage au Pays de Galles. L'occasion de confirmer la capacité de l'A400M à poser ses 130 tonnes sur cette piste en sable. Actuellement, à l'usine d'Airbus à Séville, les lignes d'assemblage montent en cadence. Près de 15 A400M sont construits ici en parallèle. Il faut compter 6 mois pour assembler totalement un avion. Ce jour-là, Nicolas Pujot reçoit les premiers éléments du MSN 085, le 85e A400M conçu ici. Cet avion-là, il est en phase de préparation. Vous avez ici les trains d'atterrissage. Ils sont en train d'installer les portes pour le train d'atterrissage de l'avant. Les trains d'atterrissage de l'A400M. C'est un des équipements qui souffre le plus, car cet avion de plus de 100 tonnes doit pouvoir décoller et atterrir sur des pistes parfois très sommaires. Dans une usine près de Paris, un ensemble complet de trains d'atterrissage d'A400M a été reconstitué grandeur nature. L'atterrisseur, il y en a un à gauche, un à droite. Et ce qu'on appelle une jambe, c'est cet ensemble ici, effectivement, là, que vous voyez ici. Donc il se rapproche d'un atterrisseur série. Quelques particularités, là c'était une partie prototype, spécialement pour le banc. Donc c'est tout ça en fait, c'est tout cet ensemble amortisseur, composant intégré au milieu, toutes ces jambes et cette partie centrale, ce bras. Les freins, eux, sont situés juste sous les pneus, au niveau des jantes. Là on est, je pense, c'est de largeur, c'est qu'on
On remplit toute la roue, toute l'épaisseur de la roue et on a des disques carbone à l'intérieur, donc on a 30-40 cm. Bon, si vous avez une technologie frein carbone sur une voiture, en termes de diamètre, on peut être assez similaire, je pense, mais vous avez un seul disque. Avec de tels trains d'atterrissage, où chaque jambe, selon l'expression consacrée, a la capacité de bouger de manière indépendante, l'A400M parvient à amortir le relief de pistes très irrégulières. Il peut même s'immobiliser sur des terrains accidentés en dévers. Il faut imaginer qu'on a conçu le train un peu comme un 4x4. Donc effectivement, sur certains 4x4, on peut y avoir des variations entre l'axe des roues à l'avant à l'arrière. C'est un avion tout-terrain qui, en effet, c'est fait pour encaisser des chocs, pour des variations de terrain. Effectivement, la 400M doit pouvoir se poser sur des pistes qui ne sont pas forcément totalement plates. Autre test grandeur nature. L'A400M a validé sa capacité à atterrir, cette fois-ci sur une piste en herbe. Dans la Marne, à Écury-sur-Colle. C'est la première fois qu'on atterrit sur de l'herbe. Pour le pilote, le principal défi, c'est l'atterrissage. La zone prédéfinie est très petite, 100 mètres de long. Quand vous êtes au sol, ça paraît grand, mais quand vous approchez à plus de 200 km/h, ce n'est plus du tout le cas. Nos critères sont très stricts. On doit atterrir dans la zone prédéfinie, ni avant, ni après. C'est la première fois qu'on atterrit avec un avion aussi lourd. On est allé jusqu'à 114 tonnes. Cela signifie que nos clients peuvent atterrir sur cette piste avec un véhicule qui pèse 30 tonnes dans la soute. Et cela assez facilement. À vrai dire, il reste même de la marge. Les atterrissages et les décollages se sont multipliés pendant près d'un mois. Jusqu'à maintenant, on a réalisé 4 vols. Nous avons cumulé 15 décollages et atterrissages. On a récolté de nombreuses données sur les performances de l'avion sur cette surface. Ensuite, nous allons rentrer à Séville, à bord de ce même avion. On va rapporter beaucoup d'informations qui seront analysées durant les semaines à venir afin d'obtenir de nouvelles certifications. Pour l'A400M, ces certifications sont autant d'atouts supplémentaires à faire valoir. Et s'il y a bien un lieu où l'avion est mis en avant, c'est au Bourget. Tous les 2 ans est organisé ici le plus grand meeting aéronautique du monde. L'occasion de montrer aux acheteurs potentiels comme au grand public les meilleurs modèles du marché. Comme pour l'édition précédente, c'est un A400M qui a l'honneur d'inaugurer le salon, avec à bord un passager de marque, le président de la République française. À quelques centaines de mètres de là, sur le stand d'Airbus, on retrouve un autre A400M et un système d'artillerie lourde en pleine démonstration, avec à la manœuvre le sergent-chef Freddy. C'est bon, t'as écarté, t'as mis les cales à côté, t'as mis le frein de parc. Nickel. Avec son équipe, il s'apprête à montrer une étonnante capacité technique de l'A400M. Dans la soute est chargé un César, un camion de 22 tonnes surmonté d'un canon. Hop. Le César et ses 3,70 m de haut semblent rentrer tout juste dans l'A400M. Mais en réalité, il reste plus de marge qu'on ne peut le croire. Si on voit que ça peut venir amener à toucher la cellule, on va pouvoir justement baisser la soute et la rampe pour faire une soute, on va dire, plus lisse, concrètement. Et ce qui fera que le véhicule pourra rentrer sans toucher le plafond de l'avion. Cette fonction présente sur l'A400M s'appelle le baraquage.
Grâce à des vérins hydrauliques capables de supporter 30 tonnes, ce dispositif permet à l'avion de s'abaisser légèrement en arrière et ainsi d'embarquer et de débarquer plus facilement le fret très volumineux. L'A400M combine les capacités de transport tactique, transport stratégique. Il est aussi capable de réaliser des ravitaillements en vol. Au même moment, dans le ciel du Bourget, l'A400M fait son spectacle, avec visiblement un certain succès auprès du public. Il est capable de remise de gaz à 3G, c'est-à-dire quand on est... Les pilotes de transport s'entraînent aussi à faire des atterrissages avec des pentes très élevées, c'est-à-dire qu'ils arrivent de haut et au tout dernier moment, ils vont descendre pour justement s'exposer le moins longtemps possible. Et pareil pour les décollages, décoller et puis partir, les avions de chasse aussi le font, essayer de partir le plus vite possible en altitude. Vous avez aussi des capacités de freinage en descente qui sont nettement supérieures avec une hélice. Donc sur les terrains qui sont donc encaissés au milieu des montagnes, vous pouvez avoir des pentes d'approche beaucoup plus élevées avec une hélice qu'avec un turboréacteur. Ces hélices sont le fruit d'une longue mise au point. Elles sont conçues à Figeac, dans le sud-ouest de la France, par le spécialiste français du secteur. Chaque pale mesure plus de 2 mètres de long. La base métallique est appelée la tulipe. Le reste, c'est le longeron. Ces longerons en résine cuisent 3 heures dans des fours avant d'être sortis de leur moule. Ils sont alors minutieusement poncés pour éliminer la moindre imperfection. Étape clé, les pales passent entre les mains de ce robot, face auquel se trouve une machine circulaire de 4 mètres de diamètre, issue de l'industrie textile. C'est une tresseuse qui recouvre peu à peu les pales de fils de carbone entrelacés. Là, vous avez la tresseuse, le longeron est en place. Mon collègue va venir attacher la tresse avant de commencer à tresser intégralement la pale. Si vous voulez, vous avez plusieurs bobines qui tournent dans le sens horaire et l'autre partie dans le sens anti-horaire. Et donc qui viennent toutes se croiser. En fait, c'est comme une tresse simple avec des angles plus ou moins appropriés. Ainsi, chaque pale est recouverte successivement de 2 voire 3 couches de carbone tressé. De quoi renforcer la résistance des longerons, tout en préservant leur souplesse grâce aux propriétés du carbone. Un peu plus loin dans l'usine, d'autres équipes s'occupent de cette imposante pièce noire en matériaux composites qui se place sur le moyeu central de l'hélice. Ce qu'on a devant nous, on appelle ça le spinner de l'hélice. Sur les anciens et petits avions, on appelle ça la casserole ou la cocotte. C'est la partie qui se met au centre de l'hélice, d'où les pales sortent ici. Donc ça donne une idée de l'échelle de l'avion, effectivement. Là, on est sur un moyeu qui fait plus d'1 mètre de diamètre sur l'hélice. Le spinner a une fonction aérodynamique au centre d'une hélice de 5,30 mètres de diamètre. Ces hélices-là ont la particularité d'être tellement grandes qu'on ne peut pas les monter sur un camion, tout simplement. Donc on est obligé de les assembler au pied de l'avion sur le site d'installation finale. Une fois livrées en kit sur le site d'assemblage final à Séville, les hélices sont donc reconstituées pièce par pièce, juste à côté des A400M. Chacune de ces pales pèse près de 60 kg et coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors elles sont glissées les unes après les autres avec beaucoup de précaution dans le moyeu central de l'hélice. Elles sont insérées à l'aide de ce vérin avec une pression phénoménale, 160 bars. Quand vous ouvrez votre robinet chez vous, vous avez 3 bars de pression au robinet d'eau de votre maison. Donc là, il y a 160 bars. Cette pression très forte est indispensable pour fixer les pales des hélices. Sans cela, une fois en vol, les pales pourraient être déchiquetées du fait de la résistance de l'air. Par ailleurs, comparé aux modèles qui l'ont précédé, cette hélice a un atout non négligeable. Le gros avantage de cette hélice, c'est que l'on peut changer une pale directement sur l'avion, une fois que l'hélice est montée sur le moteur. On peut faire ça au milieu du désert.
avec du matériel spécifique, mais on peut le faire, c'est prévu pour être fait au milieu du désert. Si on prend le grand-père de la 400M, le Transal, il fallait démonter l'hélice entière pour pouvoir changer une pale. La réparation de ces hélices est beaucoup plus facile que sur les hélices métalliques d'autrefois. Vous pouvez rajouter de la matière relativement facilement sur une hélice en composite, ce que vous ne pouvez pas faire sur une hélice métallique. Donc on peut effectivement imaginer d'avoir des hélices réparées sur le terrain. Autre point important. Non seulement les hélices peuvent tourner très vite, jusqu'à 800 tours par minute, mais en plus, les pales peuvent également pivoter sur elles-mêmes, en fonction de la puissance voulue par le pilote. Quand on change le pas d'hélice, en fait, on modifie le profil de l'hélice et on modifie le profil de l'arrivée des filets d'air, et donc on crée plus ou moins effectivement de traction vers l'avant. Donc on joue sur le tour, c'est-à-dire le tour du moteur, et sur l'orientation, le pas d'hélice, pour jouer sur les vitesses et sur les performances en fait de l'hélice. Ainsi, plus les pales pivotent, plus l'hélice gagne en traction. C'est un gros Airbus, donc on peut installer beaucoup d'installations d'essai à bord, on peut tout instrumenter. Et pour un ingénieur d'essai, c'est fondamental d'avoir accès à un maximum d'informations en temps réel. Alors que, par exemple, sur des avions comme des CASA, on a beaucoup moins d'installations d'essai, beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins facile d'avoir un jugement en temps réel. Du nord de l'Europe aux déserts les plus chauds, l'A400M a affronté les conditions les plus variées et les plus extrêmes possibles. De quoi également fixer les limites au-delà desquelles l'avion ne peut pas aller. L'armée de l'air a des spécialistes qui, en amont, seront capables d'aller sur un terrain, de dire non, là, l'avion ne pourra jamais se poser, malgré ses capacités. C'est trop boueux, le sable est trop meuble. Et donc, effectivement, il faut définir quels sont ces paramètres, quelles sont les limites d'emploi de l'avion sur les différents types de terrains. Donc, c'est aussi le cadre de ce type d'expérimentation. Ces nombreux tests grandeur nature ont permis aussi de peaufiner certains dispositifs particuliers qui équipent aujourd'hui l'A400M. Notamment l'un d'entre eux, la rade d'or, située derrière deux petits volets juste au-dessus des trains d'atterrissage principaux. Cette trappe va s'ouvrir de cette manière et vous avez un coude avec une hélice qui va se déployer, comme une éolienne. Donc on l'utilise, enfin moi je l'ai jamais utilisé, ça n'a jamais été utilisé, mais ça a été prévu sur cet appareil-là, qui a besoin d'électricité pour voler. On ne va pas reposer uniquement sur les batteries, ce qui est le cas des appareils d'ancienne génération. On a cette génération qui est commune sur beaucoup d'avions de ligne, par exemple, également. Mais vous avez cette possibilité d'avoir une génération électrique. Ce qui a été très malin de la part de l'industriel, c'est de récupérer à la fois sur ces avions de ligne les bonnes idées, des solutions éprouvées, par exemple, ou alors d'aller chercher sur d'autres appareils militaires d'autres idées pour améliorer les capacités tactiques, encore une fois, ce genre de choses. Vous avez un très bon exemple là-bas, si vous voulez. Là où Airbus, par exemple, a été relativement malin, c'est cette espèce de ce qu'on appelle un déflecteur, cette plaque trouée, qui va se déployer quand la porte-para va être ouverte, pour le largage de parachutistes, et qui va, je ne vais pas dire stopper, mais qui va atténuer le souffle d'air sur cette zone. De quoi permettre à terme à l'A400M de larguer par ses deux portes latérales jusqu'à 116 parachutistes. Récemment, Airbus a validé un autre équipement de l'A400M. On va avoir le vertige. Pour le voir, il ne faut pas hésiter à prendre de la hauteur, à 15 mètres du sol, dans les usines de Séville. Sur la pointe de l'aile, ce que vous voyez comme des champignons, ça fait partie du détecteur de missiles aussi, donc c'est des radars. L'autoprotection. Avec ces radars, l'A400M peut détecter pratiquement tous les missiles à plusieurs kilomètres de distance. Les menaces sont quand même nombreuses.
Il y a les menaces de type terroriste avec les missiles tirés du sol qui ont une faible portée, 3, 4, 5 km maximum. Et puis il y a quand même les menaces combat, c'est-à-dire un avion de combat qui va tirer un missile sur un avion de transport. Alors il faut que cet avion de transport, aujourd'hui, c'est nouveau quand même, soit en mesure de se protéger, sans être obligé d'être accompagné lui-même par des avions de combat capables d'assurer sa protection, etc., etc. Et c'est bien là la raison d'être des leurs. Des leurs conçus dans cette usine, dans le sud-ouest de la France. Sur un avion de combat, vous emmenez une quarantaine de leurres environ, voire une soixantaine. C'est un chiffre à garder en tête. Sur un A400M, c'est 700. Un avion, vous imaginez bien que ça décolle depuis le milieu du désert par des températures d'une cinquantaine de degrés, que ça va monter en altitude où il fait des températures de moins 50 à moins 60 degrés. Quel que soit l'environnement, il faut quand même que ça marche, que ça réponde aux exigences opérationnelles du premier au dernier jour. À la fin, c'est bien la survie de l'avion et la survie des équipages qui est en jeu, et il faut absolument que ça marche. Les leurs doivent protéger l'A400M, en particulier lorsqu'il est le plus exposé, au décollage, à l'atterrissage, mais aussi dans les phases de largage. Lorsqu'il largue les marchandises ou les hommes qu'il a largués, il a une certaine vitesse. Donc vitesse de l'ordre de 250 km/h et une altitude qui peut aller entre 250 et 300 mètres. C'est vraiment du rasement. Donc à ce moment-là, il est très très vulnérable. Et c'est à ce moment-là où on a besoin de le protéger, d'où l'intérêt des leurres que nous fabriquons. On est dans ces phases-là, on est assez exposé parce qu'il faut tenir, souvent il faut tenir un cap. On essaie de larguer un maximum de parachutistes sur une plus petite zone possible. Et là, effectivement, c'est intéressant d'avoir un système d'autoprotection qui va nous dire si on est visé, sachant que l'avion, en plus, n'est pas dans la meilleure situation pour, par exemple, faire ce qu'on appelle une manœuvre évasive, c'est-à-dire changer de cap rapidement. Quand on est en train de larguer des parachutistes, on ne peut pas le faire. On va procéder au tir des Lear 559. Mais les leurs, savants mélanges de poudre très inflammable, ne doivent pas endommager l'avion lorsqu'ils sont éjectés. Ils sont donc testés en recréant sur Terre les conditions identiques à celles de leur utilisation en vol. 3, 2, 1, top! Les leurs peuvent être déclenchés manuellement. Mais bien souvent, tout se fait de manière automatique, car la survie de l'avion se joue en quelques secondes. 80-90% des menaces aujourd'hui sont des menaces de type Manpads. Un peu comme un lance-roquette, on va dire un peu sophistiqué, intelligent, du type tir et oubli. Donc on vise, on tire et puis on laisse faire. Le missile, lui, ira vers la cible si jamais on ne fait pas ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est le leurrer. Un Manpads, c'est tiré en général à vue. Donc le missile va parcourir juste quelques centaines de mètres, c'est vraiment quelques secondes. Et donc il faut que le système soit capable de réagir très vite. Et donc c'est pour ça que ces systèmes sont en partie automatisés. Il y a des pilotes français qui m'ont expliqué que durant l'opération Barkhane, parfois ils ont vu leur système se déclencher tout seul, donc ils savaient qu'a priori ils avaient peut-être été visés. Le système s'est déclenché, mais eux n'ont jamais vu d'où venait la menace et n'ont jamais visuellement eu confirmation qu'effectivement ils étaient visés d'une façon ou d'une autre. Retour sur le tarmac de l'aéroport de Séville, où se prépare un événement peu fréquent. Un A400M, précisément le MSN 0062, est sur le point d'être livré à l'armée de l'air. Avant le départ de l'avion, les militaires le réceptionnent avec tous ses équipements. On est en train de charger les différentes configurations optionnelles de l'avion qui sont rangées dans ces caisses, ce sont des palettes. Les grosses caisses noires que vous voyez là-bas, ce sont la version centrale de siège qui va nous permettre d'installer des passagers au centre de la soute, de mettre 2 rangées de sièges supplémentaires. Une fois chargées ces 9 palettes, pour un total de 34 tonnes, l'adjudant-chef Cyril procède à un dernier état des lieux de ce nouvel A400M. Pourquoi c'est ouvert ça? L'occasion aussi de vérifier quelques détails de confort. Ici, vous avez 2 urinoirs. Voilà. Et ici, c'est le réservoir d'eau qui permet en fait d'alimenter ce lavabo.
pour se laver les mains. Quand vous faites un vol de 8 heures d'affilée, il faut bien que les gens puissent avoir un minimum de confort naturel, quoi. L'adjudant-chef Cyril est loadmaster. Il est responsable de la soute de l'A400M, que ce soit pour le chargement, le déchargement ou pour le largage. Et pour lui, l'A400M est un vrai plus. Vous voyez le chargement actuel. Si vous avez quoi que ce soit qui se passe à l'arrière, vous n'êtes pas en mesure de le voir. Là, en appuyant sur un bouton, je suis capable de voir ce qui se passe à l'arrière de mon fret. Et ici, vous allez sélectionner votre caméra. Voilà, ici, vous voyez la rampe. Donc imaginez que vous avez une charge là-dessus et que vous voulez la larguer. Vous allez pouvoir visualiser le largage de là. Sur les avions ancienne génération, à chaque fois que vous vouliez vérifier quelque chose, vous deviez aller voir par vous-même à l'endroit où se situe le système. Ici, ça permet de centraliser une somme importante d'informations qui va vous permettre une communication beaucoup plus facile avec l'équipage de conduite. L'équipage de conduite, justement. Il se trouve juste au-dessus, dans le cockpit à l'étage. Le commandant de bord vérifie le plan de vol de son avion. Un avion qu'il contrôle avec un simple joystick. L'avion, il se pilote avec un manche latéral. On a l'impression effectivement de piloter un petit avion ridicule avec un manche comme ça, alors qu'en réalité c'est un avion qui est assez énorme, qui fait jusqu'à 141 tonnes. En début d'après-midi, le MSN 62 quitte Séville. Direction la base aérienne 123 près d'Orléans, à près de 1600 km de là. Ce sont les tout premiers instants de vol du 12e A400M de l'armée de l'air. C'est un peu ce que fait par exemple un Rafale ou un avion de cette génération-là. On est dans des systèmes qui sont assez équivalents finalement. Si on fait du ravitaillement en vol, on peut avoir effectivement la vidéo des avions qui vont venir ravitailler sur nous. Ça, c'est vraiment un bonheur. Le ravitaillement. C'est une des dernières évolutions de l'A400M. Au bout de chacune de ses ailes, il peut être équipé d'un pod, en clair, un boîtier qui lui permet de donner du carburant à 2 avions de chasse. Un nouveau système de ravitaillement qui s'ajoute à celui jusqu'alors existant sous le fuselage. Nous avons la possibilité de faire fonctionner 3 points de ravitaillement, 2 sous les ailes et 1 sous le fuselage. Cela nous permet de ravitailler aussi bien les avions de chasse que les gros porteurs. Polyvalent, l'A400M peut ravitailler ou être ravitaillé grâce à la perche située au-dessus de son cockpit. Le débit de kérosène est très élevé, 600 gallons par minute, soit plus de 2000 litres. De quoi faire le plein pour 40 voitures en 1 minute. Nous avons l'exemple d'une mission partie de France pour livrer 20 tonnes de fret. Nous pouvons ainsi augmenter l'autonomie de l'avion en faisant un plein par exemple vers Abu Dhabi. De quoi permettre de voler jusqu'à Jakarta. En clair, on peut aller n'importe où sur Terre, sans escale. L'avantage, disons, de sa configuration avec les hélices, c'est qu'il permet de ravitailler à la fois des avions de combat à 302 et des hélicoptères à basse vitesse, ce qu'on ne pourrait pas faire avec des turboréacteurs. Pour l'A400M, la fonction ravitaillement vient se greffer sur le circuit de distribution du kérosène. Un circuit où l'on trouve depuis quelques mois une pièce en titane, qui à elle seule est une petite révolution. Cette pièce, extrêmement solide du fait des propriétés du titane, est obtenue par imprimante 3D. Elle sert à orienter correctement le carburant de l'A400M. Et c'est ici, dans ces usines du nord de l'Allemagne, qu'elle est fabriquée. Dans ce hangar, d'une propreté quasi clinique, ces machines sont des imprimantes 3D. Grâce à leur laser ultra précis, elles créent couche après couche ces pièces de titane à partir d'une poudre extrêmement fine.
C'est de la poudre de titane. Les grains mesurent de 20 à 65 microns. 20 à 65 micromètres, c'est vraiment très fin. Et attention, ça brûle la peau. Les pièces de titane sont intégralement imprimées en quelques heures seulement. Le procédé technologique a été validé industriellement après des années de recherche. L'impression 3D est aujourd'hui encore difficile à maîtriser. Mais lorsque c'est le cas, cela permet de réaliser des pièces avec des formes et une précision jusqu'ici quasiment impossibles à obtenir. Là, vous avez plusieurs blocs d'acier massif que nous avons soudés les uns aux autres et percés de manière assez simple et limitée. Et ici, avec cette pièce obtenue par impression 3D, c'est très différent. On peut vraiment optimiser la forme des conduits selon nos besoins et sans utiliser trop de métal inutile. Ces deux pièces servent exactement à la même chose et elles ont les mêmes propriétés. Deux pièces aux propriétés identiques, sauf sur la balance. Prenons la version initiale, celle qui est usinée. Elle pèse plus de 2,5 kg. Comparons maintenant avec la pièce réalisée en impression 3D. On est autour de 0,8 kg. Ces différences paraissent peut-être anecdotiques, mais à la fin de la carrière d'un avion, cela peut faire gagner 300 000 tonnes de CO2. Et c'est bien là notre but. Consommer moins pour l'environnement, mais aussi pour faire des économies. L'A400M est l'un des premiers avions au monde à bénéficier de pièces obtenues par impression 3D. Une technologie très prometteuse et qui n'en est qu'à ses débuts. Après un peu plus de 2 heures de vol, le MSN 62 est maintenant sur le point d'atterrir à Orléans, la base arrière de tous les A400M de l'armée de l'air. Un nouvel appareil pour les forces françaises et une arrivée arrosée, comme le veut la tradition. J'ai toujours vu les avions se faire baptiser comme ça, que ce soit du plus petit au plus gros, que ce soit du chasseur ou de l'avion de transport. C'est comme l'arrivée d'un enfant sur une base, quoi. Avec ce nouvel avion, l'armée de l'air a désormais 12 A400M et même un 13e quelques jours plus tard avec l'arrivée d'un autre appareil. À terme, le pays en comptera 50. De quoi déployer quasi instantanément plus de 5000 hommes ou 1500 tonnes de fret n'importe où dans le monde. L'A400M est en train de transformer la façon dont l'armée de l'air travaille, parce qu'il faut imaginer qu'il transporte à peu près 2 fois plus qu'un Transal. Il va 2 fois plus vite et il va 2 fois plus loin. Et donc ça révolutionne complètement les capacités de transport de l'armée de l'air française. 4 ans seulement après sa première livraison, ce cargo, qui va presque aussi vite qu'un avion de ligne, équipe aujourd'hui les armées de 8 pays. C'est l'avenir, nous n'avons pas le choix. L'Europe doit se faire, l'Europe de la défense doit se faire. Les programmes militaires de grande envergure nationaux sont derrière nous. L'A400M s'intègre à l'ensemble des forces. Il a plusieurs radios, plusieurs SATCOM qui nous permettent de se connecter avec des Rafales, avec des AWACS et avec d'autres systèmes des armées au sol. Donc avant, on a une aviation de chasse, une aviation de transport, maintenant on a une aviation de combat connectée entre elles. Pourquoi ne serait-il pas le PC de gestion et de management d'une flotte de drones lors d'une mission d'attaque, vous voyez, par exemple? Pourquoi ne serait-il pas aussi un avion utilisé pour la patrouille maritime? Pourquoi ne serait-il pas utilisé pour des missions d'attaque contre des éventuelles armes spatiales? L'A400M dessine à sa manière l'avenir de l'aéronautique militaire. Voilà ce qu'apporte la 400M aujourd'hui pour l'armée de l'air. Moins de 30 ans après les premières esquisses, l'A400M est désormais opérationnel pour les armées qui l'utilisent. Opérationnel et multitâche. Cet avion cargo, aux performances de jet, est prêt à révolutionner les forces aériennes qui l'ont adopté.